Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés d'Air Cosmos, avec au menu cette semaine le Rafale qui accumule les bonnes nouvelles en Asie, les avions de 6ème génération qui progressent bien avec énormément d'actualité, l'avion chinois le Comac C919 qui a été livré pour la première fois, l'A321 XLR qui bat un nouveau record, mais on commence avec le B-21 Raider. L'avion a été présenté le 3 décembre dernier par Northrop Grumman et l'US Air Force. L'appareil représente le futur de l'aviation stratégique américaine et permet une furtivité très avancée. La cérémonie, elle a eu lieu 34 ans après celle qui avait révélé le B-2A Spirit, avec cette fois-ci le passage des 3 bombardiers stratégiques de l'US Air Force, l'indémodable B-52H Stratofortress qui est sans cesse modernisé, le B-1B lanceur qui a mis sa post-combustion alors qu'il se trouvait pile à la verticale de la base aérienne, et le B-2A Spirit, dont le B-21 est l'héritier. Au niveau des formes, il n'y a pas réellement de surprise, il y a de grandes ressemblances avec le B-2, on sait juste que la furtivité est l'aboutissement de 50 ans de perfectionnement, donc on sait qu'il va être encore beaucoup plus furtif que le B-2 qui date quand même des années 80. Il est basé uniquement aux États-Unis grâce à son autonomie qui est gigantesque, qui permet de toucher n'importe quel point du globe, puis de revenir à sa base de départ. Il va être capable de porter à la fois des armes conventionnelles ou nucléaires, il va aussi être capable de capter du renseignement, ça pourra être également un PC opérationnel en vol, un peu à l'image de ce qu'on avait avec le Air Force One. Donc son premier vol est prévu en 2023 et la flotte devrait dépasser les 150 exemplaires, soit une énorme montée en puissance par rapport à la vingtaine de B-2 qui sont aujourd'hui exploités par l'armée de l'air américaine. Et à l'époque, les commandes avaient été quasiment réduites à rien, puisqu'il y avait l'effondrement de l'URSS. Donc normalement, il y en avait plus d'une centaine qui avaient été prévues, et c'est exactement le même phénomène qu'on avait observé avec le chasseur F-22. Donc là, ici, vous voyez un Elephant Walk qui a eu lieu début décembre, dans lequel on voit 8 avions qui décollent en même temps. On reste avec l'aviation militaire du futur, avec toute cette actualité qui se trouve autour des chasseurs de 6ème génération, avec d'abord 2 news importantes pour le SCAF. D'abord évidemment la signature de l'accord pour avancer sur le développement du NGF, qui est l'avion de 6ème génération sous maîtrise d'œuvre de Dassault avec Airbus, avec un démonstrateur qui est prévu en 2029, et je vous ferai une vidéo dédiée à cette question très prochainement. Mais on a aussi Airbus qui continue à étendre les capacités en mission de ses drones, ce qui fait partie du programme SCAF d'une manière plus globale. On avait déjà vu la capacité à gérer des drones depuis un autre aéronef, et ce sera d'ailleurs une des nouvelles capacités du Tigre Mark III, c'est-à-dire la modernisation du Tigre au profit de l'Espagne et de la France, mais désormais Airbus a pu valider le concept de largage de drones, et là ici c'est un drone DO DT25 depuis un Airbus A400M. C'est un vrai pas en avant, évidemment, pour le programme SCAF dans son ensemble, qui est un système de systèmes, et c'est un succès d'avoir développé ce projet en seulement 6 mois. Et à terme, il faut imaginer ce concept d'avion porte-drone, comme on a aujourd'hui des porte-avions qui sont en mer, et bien l'A400M pourrait larguer jusqu'à 12 drones de grande taille ou 50 drones de taille standard, ce qui permet d'accroître leur capacité de projection, qui sera décuplée beaucoup plus loin, sans avoir besoin de base à proximité, ni de ravitaillement en vol, et chacun de ces drones pourrait avoir des missions complémentaires avec le NGF, l'avion de chasse, qui serait du coup la clé de voûte de ce futur système. Dans le même temps, on a tout ce qui est développement pour l'intelligence artificielle du SCAF, qui permettrait d'envoyer un ordre ou une mission à l'ensemble de ce système, et le système définit par lui-même quel est le drone le plus adapté, le plus à même de répondre à cette mission, en fonction de sa spécialisation ou de sa position. Si on regarde l'autre programme de chasseurs de 6ème génération européen, le Tempest, il y a une grande avancée, puisque jusqu'à maintenant, il réunissait la Grande-Bretagne, l'Italie et la Suède, et le programme a purement et simplement fusionné avec le projet FX japonais d'avions de 6ème génération. Donc la coopération était déjà très avancée, puisqu'on avait déjà les moteurs qui devaient être communs aux 2 avions produits par Rolls-Royce, on avait également la guerre électronique qui était commune, mais là on parle d'une fusion complète des projets, ce qui le rend bien plus crédible, puisque le budget britannique avait été alloué à cet avion était jugé très inférieur à ce qui était nécessaire pour le développer, et on a juste un doute sur l'avenir de la Suède dans ce partenariat, puisque la Suède, qui était partie prenante du Tempest, n'apparaît pas sur l'accord qui vient d'être signé avec le Japon, donc il n'y aurait plus que l'Italie, la Grande-Bretagne et le Japon ensemble, avec cet objectif qui reste le même, un avion qui volerait à partir de 2035, mais il reste aujourd'hui cette question, la répartition des budgets, la répartition des charges de travail, qui va être en charge, il va y avoir des négociations très dures, et certainement des négociations aussi compliquées que ce que la France et l'Allemagne avaient rencontré pour le NGF jusqu'à maintenant. Toujours dans la 6ème génération, la Chine a dévoilé 2 projets de chasseurs lors du salon de Zhuhai. D'abord une aile volante qui laisse apparaître l'intérieur avec toutes les connectiques, les câblages et 2 moteurs. C'est un projet qui n'a pas de nom, il n'y a pas de données techniques, on ne sait même pas qui le produit.
Et le deuxième, il a été présenté sur le stand de l'Aviation Industry Corporation of China. C'est un concept qui est plus classique, mais qui est appelé chasseur spatial. L'architecture du cockpit ressemble beaucoup à celle qu'on a sur un Sukhoi 27, et d'après les geeks de jeux vidéo, ce serait simplement la réalisation en maquette du chasseur Nosferatu qu'on peut trouver dans le jeu vidéo Ace Combat 6. On reste en Chine, mais pas dans le civil, avec le Comac C919 qui a 3 nouvelles importantes en à peine un mois. D'abord, sa présentation au public qui a eu lieu début novembre. Ensuite, l'approbation de sa production de masse qui a été annoncée le 1er décembre. Et enfin, la première livraison à la compagnie China Eastern qui a eu lieu une semaine plus tard, le 8 décembre. Donc China Eastern, c'est la deuxième compagnie aérienne du pays. Elle a déclaré qu'elle prévoyait d'intégrer 4 C919 à sa flotte, probablement avec une mise au service au premier trimestre 2023. Et Comac dit de son côté avoir déjà reçu plus de 800 commandes de plusieurs dizaines de clients pour son C919, ce qui va profiter également à toute l'industrie américaine, européenne et notamment française, puisqu'il y a énormément de fournisseurs étrangers. Toujours dans l'aviation civile, Airbus annonce le lancement d'un programme de turboréacteurs hybrides électriques qui s'appelle Switch, avec un objectif d'améliorer de 25% le rendement des moteurs, notamment en récupérant la vapeur d'eau qui se trouve en sortie du réacteur, pour le réinjecter dans la chambre de combustion, ce qui permet de réduire les NOx de 80%, mais aussi de réduire la traînée de condensation qui ont un effet réchauffant court, mais plus fort que le CO2, avec une possible intégration de ces nouvelles technologies dès la prochaine génération d'avions qui serait en 2035, et qui s'ajoute aux autres améliorations comme l'open rotor et tous les autres. Si on reste dans ce domaine, le trafic aérien, la reprise est là. L'IATA annonce que le secteur sera globalement bénéficiaire en 2023, c'est-à-dire que certaines compagnies vont déjà être bénéficiaires cette année, notamment dans le secteur low cost, même si le trafic n'est pas encore totalement repris. Et ça correspond à des hausses de trafic et des grands programmes d'optimisation, de baisse des coûts, de baisse des salaires, etc. Avec un petit bémol sur le fret, dans lequel il y a eu beaucoup d'investissements, parce qu'évidemment, c'était la bouée de sauvetage pour toutes les compagnies aériennes au moment du coronavirus, mais il y a eu tellement d'investissements que maintenant, on va se rapprocher d'un moment où il y a un excès de l'offre par rapport à la demande, et donc les prix vont commencer, encore une fois, à baisser peut-être dans ce domaine. Donc en tout cas, sur les passagers, il y a des très bonnes nouvelles. L'aéroport de Dubaï, par exemple, il a déjà retrouvé au troisième trimestre le trafic qu'il avait en 2019, si bien que la compagnie Emirates se voit un grand avenir. La totalité des Airbus A380 vont revoler à l'été 2023, et c'est un petit peu la même chose qu'on voit pour toutes les compagnies aériennes qui possèdent cet avion. Il est attendu, il est apprécié, et finalement il retrouve toute sa pertinence, alors qu'on imaginait une sortie en fin de carrière très très rapide. Côté commande, du coup, vu que la demande est là, il y a United qui est en train de battre un record, qui a passé une commande pour 100 Boeing 787, ainsi que 100 autres options, c'est un record absolu, et également elle a ajouté 100 MAX pour porter sa flotte à 430 Boeing 737 MAX auprès de Boeing, et ces avions ils vont permettre respectivement de faire des économies d'énergie de 25% pour le 787 et de 20% pour le MAX par rapport aux avions qu'ils remplacent, et cette commande conforte évidemment Boeing en tant que leader sur les avions long courrier. Chez Air India, là c'est une commande de 500 avions en une seule fois qui est en cours de finalisation, a priori 100 longs courriers et 400 moyens courriers, et donc on va voir quelle sera la répartition entre Airbus et Boeing. En tout cas, côté industriel, Boeing a livré son dernier Boeing 747 à Everett, et Airbus de son côté annonce qu'ils ne vont pas réussir à livrer les 700 avions qui étaient prévus pour cette année, même s'ils en sont très proches, mais en tout cas les objectifs ils restent très ambitieux, puisque dès l'année prochaine, c'est 65 Airbus A320 qui vont devoir être livrés chaque mois, même chose en 2024, avant de monter en cadence pour atteindre 75 avions par mois en 2025. D'ailleurs, au passage, l'Airbus A321 XLR, il continue son développement. Le premier avion complet qui a été assemblé, il a réalisé un vol record de 13h15. C'est un record pour les vols long courrier monocouloir. C'est un créneau qui est créé par l'avion et qui permettra de multiplier les vols directs entre villes régionales en évitant les hubs, avec un avion qui fait entre 180 et 200 pax et qui pourrait permettre, par exemple, de relier des villes régionales à des destinations vacances, donc quelque chose qui est très attendu. C'est un énorme avantage pour Airbus, notamment parce qu'ils sont le seul sur ce créneau qui est très demandé, ce qui leur a permis de gagner des compétitions dans des pays dans lesquels qui étaient historiquement fermés, comme par exemple Qantas en Australie.
Et la campagne d'essai pour l'avion va continuer avec des livraisons espérées à partir de avril 2024. On termine avec les avions de chasse et on commence par le Rafale avec deux bonnes nouvelles. Le premier, c'est que la presse indienne a annoncé que le Rafale aurait surpassé le F-18 Super Hornet dans la compétition pour équiper le porte-aéronef indien, le Vikrant. L'objectif pour l'Inde, c'est évidemment d'abord une montée en puissance, mais c'est également le remplacement des 43 MiG-29 dont elle dispose aujourd'hui. La compétition avait vu l'élimination de tous les appareils russes qui étaient jugés trop peu performants, également du F-35 car c'est un monomoteur qui est jugé du coup trop dangereux, et les avions qui nécessitaient une navalisation comme le Tejas et le Gripen ont été simplement éliminés. Donc dernier en lice, il restait le F-18 et le Rafale pour lesquels il y avait quand même un challenge puisque les Indiens disposent de porte-aéronefs qui sont des stobars, c'est-à-dire qu'il y a des brins d'arrêt mais pas de catapulte, et donc les deux avions ont dû faire des tests avec des tremplins. C'est le Rafale a priori qui est arrivé premier dans cette compétition, et donc on verra, on espère, une officialisation de ce contrat rapidement, sachant qu'il y aura une logique pour avoir des Rafales dans l'armée de l'air indienne et dans la marine indienne. Toujours pour les Rafales et toujours en Asie, on apprend que l'Indonésie a débloqué 3,9 milliards de dollars pour passer deux commandes. La première pour acheter un deuxième lot de Rafales faisant partie de la commande de 48 avions qui avait été annoncée il y a quelques mois. Donc ça représenterait entre 12 et 18 avions. Et il y a une deuxième commande qui concernerait l'achat de Mirage 2005 EDA d'occasion modernisé auprès du Qatar, ce qui permettrait de monter en puissance face à la Chine puisqu'il y a une grosse agressivité de la Chine dans la région et sans attendre les premiers Rafales qui sont prévus en 2026. On termine avec mon chouchou, le F-35, d'abord avec un point industriel, et Pratt & Whitney obtient des contrats de mise à niveau des moteurs de l'avion, plutôt que leur remplacement par des moteurs plus adaptés aux besoins, comme initialement souhaité par l'armée de l'air, qui estime que l'avion n'est pas assez puissant en comparaison avec le F-16, et que les capacités de refroidissement du moteur actuel sont insuffisantes pour intégrer les nouvelles fonctionnalités du bloc 4. Concrètement, ce sera donc plutôt une simple mise à jour et également des logiciels qui permettra de réduire la consommation de l'avion de 7%, d'en améliorer le refroidissement, avec également une maintenance améliorée qui permettrait aux États-Unis de réaliser une économie de 20 milliards de dollars sur la durée de vie de l'avion. Le coût de cette mise à jour, elle va coûter 2,4 milliards de dollars avec une disponibilité dès 2028, au lieu des 6,7 milliards de dollars disponibles en seulement 2030 en cas de remplacement complet. Du côté du F-35 en Allemagne, ils ont confirmé l'achat de l'avion pour pouvoir garder notamment la capacité de frappe nucléaire en remplacement du Tornado, malgré des polémiques sur les retards et sur les surcoûts qui ont déjà été annoncés en à peine quelques mois après cette première officialisation de ce choix. Et cela ne va aller évidemment qu'en empirant, puisque de l'autre côté, on a le GAO, donc la Cour des comptes américaine, qui a officialisé le nouveau coût à l'heure de vol du F-35, qui est, accrochez-vous, de 41 986 $ pour chaque heure de vol. Donc ça continue à être de pire en pire alors que l'avion devait s'améliorer et l'objectif c'était de descendre autour des 25 000 $. Et je vous rappelle qu'à l'origine, tel que c'était garanti, le F-35 devait coûter moins cher à l'heure de vol que le F-16 qu'il devait remplacer et évidemment ce ne sera jamais le cas. On termine avec un crash assez spectaculaire d'un F-35B au Texas, pendant ce qui est probablement un vol d'essai, puisqu'on se trouve sur l'usine de Lockheed Martin. Apparemment, il n'y a pas de réduction de la puissance des moteurs après le toucher des roues. Heureusement pour le pilote, l'éjection se passe bien, donc on verra si c'est un problème spécifique à cet appareil ou si c'est un souci logiciel, comme ce fut le cas sur un crash précédent où l'avion avait refusé l'ordre de réduction de la puissance moteur. Donc je vous renverrai vers une autre vidéo dans laquelle j'avais parlé de ce crash en particulier. J'espère que ça vous a plu. Air et Cosmos de la semaine, on parle des avions de 6ème génération, un article que j'ai écrit avec Hugo, j'espère qu'il vous plaira, et du coup on en fera une super vidéo également dédiée aux avions de 4ème, 5ème et 6ème génération. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actualités sur l'Ukraine et les revues de presse Air et Cosmos qu'on va reprendre petit à petit. À bientôt.